Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ça fait grave plaisir d'être de retour parce que oui, on y est, on est le lundi 10 juillet et après quasiment 2 semaines, je crois 11-12 jours d'absence sur la chaîne, et bah pour moi c'est la fin des vacances. Peut-être que pour certains elle démarre, normalement début juillet ça démarre, ici c'est fini, c'est la fin des vacances, je suis de retour, on repart pour un tour. Et comme je crois pour pas mal de footballeurs qui reprennent le chemin des terrains d'entraînement en ce lundi, et bah ici la saison 2023-2024 elle commence aujourd'hui. Et alors, avant pas mal de sujets variés qui vont arriver sur les jours qui viennent, on va se faire comme les deux dernières vidéos, parce qu'on avait fait un petit récap du mercato, parce qu'on a raté 2-3 trucs, l'actualité a été assez animée récemment sur les tout derniers jours, dernières heures même. Ce matin j'ai découvert 2-3 trucs. Donc voilà, on va faire comme d'habitude 3 sujets traités un petit peu en profondeur, et puis après parler des autres rumeurs ou des autres officialisations. C'est parti, et on va commencer par André Onana à Manchester United. Alors, les faits, Fabrizio Romano qui en parle, c'est la semaine André Onana pour Manchester United. Il en parle depuis un moment. Les négociations vont continuer avec le dernier tour qui est attendu sur les prochains jours. Apparemment, un agreement, un accord qui serait trouvé d'ici mercredi, peut-être jeudi. Déjà un accord entre United et le joueur reste à déterminer, je pense, l'indemnité du transfert. On parle d'à peu près 50 millions d'euros. Quand ça se fera, Onana retrouvera Erik ten Hag retrouvera son gardien de l'Ajax. C'est un move qui est assez important pour l'Inter financièrement, ils en tireront une belle somme après avoir vendu aussi Brozovic à Al Nassr, mais je pense que c'est surtout un bon, voire très bon, voire excellent move pour Manchester United. Alors déjà, ses qualités classiques, on les connaît, c'était le meilleur shot-stopper, le nombre de buts sauvés par rapport à la moyenne des gardiens, c'était 7,6, il était numéro 1 de la compétition en Ligue des Champions. Onana, Lisandro Martinez, Raphaël Varane, Casemiro, ça donne un sacré losange de fer. Je pense que là où ça va faire une véritable différence, c'est en remplaçant De Gea, dont le contrat n'a pas été prolongé, donc il quitte United libre, le jeu au pied. La grosse différence, ça avait posé tellement de problèmes la saison passée sur ce registre pour United. De Gea qui avait raté beaucoup de passes, qui avait mis ses défenseurs dans de grandes difficultés. Sur la phase de relance d'United, c'était un vrai problème. Alors qu'André Onana, on le sait très bien, c'est une de ses qualités premières. On l'avait vu avec l'Ajax, où il occupait parfois des positions extrêmement hautes sur le terrain, mais bien sûr avec l'Inter, pas plus tard que sur la dernière finale de Ligue des Champions, où son jeu au pied avait brillé sur cette passe-là, à destination de Lautaro Martinez, il bat 6 joueurs de City, permet à l'Inter de sauter le pressing, derrière ils vont se procurer une belle occasion. Voilà, Onana, balle au pied, il est très sûr, il a une vraie qualité de distribution, ça va changer par rapport à De Gea. Et puis dans l'ensemble, sa position très haute sur le terrain, on voit ici c'est sa touch map, 46 ballons touchés, c'était contre la Suisse à la dernière Coupe du Monde. Bon, avec le Cameroun, ça a posé quelques soucis parfois à Rigobert Song, le sélectionneur, on va en reparler, mais voilà, sa position très haute sur le terrain, et encore une fois, il y a plein d'images qui en attestent, qui sont presque devenues légendaires. Voilà, ça en fait ce gardien moderne, etc. Mais je pense que c'est aussi pas mal pour couvrir la profondeur d'une ligne de défense qui est assez bien équipée, mais qui manque peut-être un petit peu de vitesse. Peut-être que Lisandro Martinez, Varane, c'est très bien sur la protection de surface, mais ça peut manquer un peu de vitesse de plus en plus. Casemiro aussi, c'est pas forcément le plus rapide. Pour une équipe qui n'a pas énormément de vitesse derrière, avoir ce gardien libéraux qui peut couvrir un petit peu, colmater l'espace, je pense que c'est bien. United pourra maintenant jouer dans le camp adverse sans craindre la transition ou sans la craindre autant qu'avant. Alors que pour l'instant, c'est une équipe qui était très directe sous Erik ten Hag. Maintenant, ils peuvent peut-être davantage s'installer dans le camp adverse sans redouter de se faire percer, de se faire trancher dans leur dos. Voilà, je pense qu'au-delà de ses qualités classiques de gardien, Onana, il peut vraiment être la clé qui débloque 2 ou 3 options de jeu différentes supplémentaires pour l'United d'Erik ten Hag. Ce serait, je pense, un des meilleurs moves tactiques de cette intersaison. Après, voilà, à voir en dehors des terrains comment ça se passe. On a vu à la dernière Coupe du Monde un gros ego, la confrontation avec Rigobert Song. Maintenant, ce qui m'intéresse, après André Onana, si ça se fait dans les prochains jours, et après Mason Mount qui a été officialisé la semaine dernière, à quoi ressemblera la suite de ce mercato pour United? Le problème pour eux, c'est que le rachat qui devait intervenir déjà il y a plusieurs semaines, il a vraiment traîné, c'est pas encore officialisé, pas encore bouclé. Même si les Qataris arrivaient effectivement dans les prochains jours, il y aurait une période incompressible, je crois, légale de due diligence, je crois 6 semaines, avant de vraiment pouvoir s'activer sur le marché des transferts. Donc en fait, j'ai l'impression que cet été, il va être un petit peu moins ambitieux que prévu. On parle d'une enveloppe totale, incluant Mount, peut-être Onana de 100 millions d'euros. Donc un peu complexe parce que pour moi, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire pour capitaliser sur cette bonne première année, la bonne première année de l'ère ten Hag.
notamment sur le poste de numéro 9. Si c'est pas Harry Kane, vraisemblablement ça va pas être Kane, il faut prendre quelqu'un, peut-être Højlund de l'Atalanta Bergame. Ça pourrait être un bon match, notamment pour André Onana, si les deux se faisaient à quelques jours d'intervalle, ce serait intéressant, parce que Højlund est son 1m91 là pour réceptionner de longs ballons, la qualité du jeu long d'Onana, pourquoi pas, dans un deal qui en plus enverrait Greenwood en prêt pour peut-être redorer son image, le récupérer dans un an. Bon voilà, le cas Greenwood, c'est une situation complexe qui divise même en interne du côté d'United. Que faire? Je pense que dans l'ensemble, la situation elle est complexe pour United, qui se retrouve sur cette intersaison en n'étant pas tout à fait certain des moyens qu'ils ont à disposition. Je pense qu'au vu de ça, Mount, ça me semble un peu cher. Je pense que l'étiquette, elle est un peu chère. Mais s'ils font effectivement Onana, peut-être qu'ils auront pas trop mal géré leur mercato au vu de la situation dans laquelle ils se trouvent, d'incertitude par rapport au potentiel rachat. Vitor Roque au Barça, l'attaquant brésilien de 18 ans de l'Atlético Paranense, qui s'est engagé donc au Barça, nouveau joueur du Barça, Here We Go de Fabrizio Romano. 30 millions d'euros le coût du transfert, plus 30 millions d'euros supplémentaires de bonus potentiels, avec une partie de ceux-là qui sont liés au Ballon d'Or, donc on verra si ce sera effectivement le cas. Contrat jusqu'en 2030, le plan c'est qu'il rejoigne le Barça en janvier 2024. Donc c'est signé, il va arriver, mais pas tout de suite, a priori dans quelques mois. Voilà, Vitor Roque, c'est le gros prospect brésilien du Barça, c'est un peu leur réponse à Endrick dans une certaine mesure. Endrick qui lui aussi arrivera en 2024 d'ailleurs, mais été prochain parce qu'il est encore un peu plus jeune. Donc dans un an, on verra Endrick au Real et Vitor Roque donc au Barça. Ses qualités, bon, quand on regarde les clips, de ce que j'ai vu pour l'instant, je vois un vrai neuf avec une très grosse débauche d'énergie, un énorme volume athlétique je trouve pour 18 ans seulement. Il déménage souvent son vis-à-vis, un fort sens du but aussi, on le voit marquer pied gauche, pied droit, de la tête. Il est un petit peu pâteau, alors il a quelques pas, Alexandre Pato, il a un peu pâteau, un peu lourd techniquement parfois, alors qu'il a vraiment quelques gestes de brésilien dans son arsenal. Il passe des dribbles, donc il utilise sa mobilité, il réussit à se dégager des espaces, mais peut-être que son gabarit musclé renvoie cette impression d'un gars qui apprend encore parfaitement à se déplacer ou à bien s'équilibrer. Je sais pas, je le trouve pas totalement fluide, mais on voit un énorme potentiel, encore plus pour 18 ans. C'est un move long terme, c'est un move de construction d'effectifs. Je vais dire pour le Barça, ça me semble être une bonne pioche. Moi, je suis pas du tout spécialiste du championnat brésilien. De ce que j'ai vu pour l'instant, je trouve que pour 18 ans, c'est quand même assez impressionnant visuellement. Maintenant, move de construction d'effectifs, mais quand je vois le 11 du Barça, alors quand je vois le 11 du Barça, c'est pas mal. La perte de Busquets, si elle est effectivement compensée par Gundogan, même si pour moi c'est pas vraiment là son poste, c'est plus ici là à la place de Gavi, mais dans le 3-2-5 qui est employé par Xavi, on a toujours Christensen, Araujo, Koundé, Ter Stegen, ok, Frenkie, à voir à qui tu l'associes, peut-être Gundo, Gavi et Pedri, Dembélé s'il revient de sa blessure, Baldé, Lewandowski, enfin si Dembélé peut enchaîner les matchs. Voilà, le 3-2-5, je le trouve très très correct. Mais au-delà de ce très bon 11, qui a toujours sa qualité défensive, qui lui a permis de remporter la Liga, je crois qu'il s'est encaissé 14 buts seulement au bout de 34 journées, un truc comme ça. Bon, au-delà de cette qualité défensive, la profondeur d'effectif, je la trouve vraiment limite. Quand j'entends parler d'Oriol Romeu au milieu, 31 ans, de Gérone, ça m'inquiète un peu parce que de l'autre côté, je vois le Real Madrid qui a fait Jude Bellingham, qui a fait Arda Güler, on va en reparler. Mais peut-être que Kylian Mbappé, il arrive dans quelques jours. Et si d'un côté t'as ça, de l'autre t'as ça. Bon, pour un Barça qui a vraiment besoin de se renforcer maintenant pour faire quelque chose en Ligue des Champions, faire cette grosse saison de Ligue des Champions que le club attend depuis longtemps, passer la prochaine en Europe, je ne sais pas s'ils vont pouvoir être équipés suffisamment pour, alors que Xavi, je trouve, commence à montrer de bonnes choses. En plus, il y a des jeunes super intéressants. Bref, j'espère voir le Barça être en capacité de faire mieux et plus. Vitor Roque, c'est pas pour tout de suite. Voilà, au-delà de la construction d'effectifs, moyen terme, long terme, je pense qu'il y a vraiment besoin de se renforcer là cet été sur la profondeur pour être compétitif en Europe. Vlahovic au Paris Saint-Germain, enfin, c'est la troisième chose dont on va discuter aujourd'hui en un peu de profondeur. Dusan Vlahovic, ciblé par le PSG, c'est sorti hier soir, Fabrizio Romano en a parlé. Il pourrait quitter la Juve si une offre intéressante arrivait. Il est un des 4 attaquants étant actuellement considérés par le PSG. Du coup, je me suis demandé, c'est lesquels les 4? Ceux qu'on a entendus récemment, c'était quoi? Osimhen, Kane et Kolo Muani. Je vois aucun de ces 3 être fait par Paris, de ce que j'entends en ce moment. Donc, est-ce que Vlahovic pourrait être la recrue au poste de 9 pour le Paris Saint-Germain? Son portrait robot rapide, 23 ans, 1m90, 75 kg, il est gaucher. Il est à la Juve depuis 1 an et demi. Il est arrivé au mercato hivernal 2022. Il était arrivé après avoir planté 20 buts en 24 matchs sur la première partie de saison avec la Fio, 21 juste en Serie A sur la saison précédente. Mais à la Juve, il a peut-être jamais totalement trouvé sa vitesse de croisière et encore moins la saison précédente avec seulement 14 buts, 10 en Serie A, dont quelques pénaltys. Il y a eu des soucis physiques
physique, c'est sûr que ça n'a pas aidé. 2 blessures consécutives juste avant et juste après la Coupe du Monde. Dans un monde idéal, pour moi, c'est un joueur que la Juve garde, autour duquel peut-être le club bâtirait même son 11. C'est une vraie pointe avec un gros potentiel parce qu'il a que 23 ans. Il a été acheté quand même 81 millions d'euros il y a 1 an et demi seulement. Dans un monde idéal, je pense, la Juve le garde. Mais la Juve a de gros problèmes financiers. Ils ont fini 7ème de Serie A la saison dernière, à cause bien sûr de la déduction de points, sinon ils auraient fait top 4. Mais 7ème, donc pas qualifié pour la Ligue des Champions. Là, ils ont même trouvé un accord avec l'UEFA pour s'éliminer de la Conference League, histoire de ne pas être suspendu des compétitions européennes en 2024-2025, pour esquiver une potentielle sanction en 2024-2025. Voilà, c'est une situation financière très complexe dans laquelle ils sont. Ils n'ont pas re-signé Di Maria. Leur move de l'été pour l'instant, c'est convertir le prêt de Milik en transfert définitif à 6-7 millions d'euros. Et c'est Timothy Weah à 11. En gros, la Juve a pas d'argent. Et puis Vlahovic, il faut dire, a pas pleinement convaincu son monde non plus. Je pense que sa cote était au plus haut à la Fio. Je pense que c'est ça d'ailleurs, c'est son passé à la Fio, plus son relatif jeune âge, 23 ans seulement, qui permet à la Juve d'en demander un prix aussi fort aujourd'hui. Mais c'est pas vraiment son année et demie passée à Turin. Il a des points positifs, évidemment, super pied gauche, grosse qualité de finition avec son pied gauche, il peut bombarder. Il a une bonne frappe de l'extérieur de la surface aussi, vrai impact physique. Je pense que c'est un des meilleurs tireurs de coups francs d'Europe, peut-être un peu sous-estimé, mais vraiment très bon tireur de coups francs. Voilà, ça frappe, le pied gauche, tout ça c'est bon, mais il y a plusieurs points négatifs. C'est un œuf de finition pure. Après le reste, c'est un petit peu limité. Dans la participation au jeu, c'est un peu limité. Le pied droit est pas excellent. La vision est assez faible. Il est pas génial dans son jeu d'appui. Clairement, c'est pas l'attaquant pivot que voudrait Kylian Mbappé. Bon, peut-être que Mbappé sera plus l'année prochaine, mais voilà, quand on regarde ses stats sur FBref, elles sont assez effrayantes, que ce soit sur les dribbles, les passes tentées, c'est des chiffres qui sont très faibles par rapport aux autres attaquants des 5 championnats majeurs. Pareil sur la pression, c'est pas du tout un attaquant de pressing. Très faible volume de tacles, d'interceptions, de ballons contrés. Pour une équipe qui, sur son secteur offensif et qui peut-être dans l'ensemble veut changer un petit peu de mentalité, devenir beaucoup plus agressive, proactive défensivement, faire les efforts sans ballon, Vlahovic, c'est plutôt le profil de neuf classique qui fait pas grand-chose d'autre que marquer. Et qui en plus en ce moment n'est pas non plus dans une forme étincelante. Alors oui, c'est sûr, il y a des circonstances atténuantes. Sous Allegri, c'est sans doute difficile pour un attaquant de se montrer sous son meilleur jour en ce moment. Les blessures, comme on dit, qui lui ont coûté. C'est dur de juger. Peut-être qu'il y a un monde dans lequel on se dit, dans quelques années, on se dit, sa saison dernière, là, à la Juve, c'est la pire qu'il a connue de toute sa carrière. Toutes les autres ont été bonnes. Bon, peut-être, c'est possible. C'est dur aussi, je pense, de voir à quoi ressemblera l'animation offensive du Paris Saint-Germain. Donc c'est dur de vraiment se prononcer sur un gars qui serait aussi important, qui serait le 9 titulaire, en fonction de si Mbappé reste ou non, ça a quand même une grande importance. Mais pour l'instant, je ne suis pas un grand fan de ce move, notamment pour une équipe qui, a priori, veut être un petit peu plus complète dans ce qu'elle propose. Comme on a dit, l'animation défensive, Kangini par exemple, tout le travail défensif qu'il a bas, même s'il ne sera pas forcément titulaire. Voilà, moi c'est plus ce PSG-là que j'aurais envie de voir, un PSG qui presse, etc. Pour 80 millions d'euros, je pense que ce serait trop pour ce Vlahovic-là, pour le PSG. Mais à voir en fonction de quand on voit un petit peu le projet offensif s'étoffer, quand on aura un petit peu plus d'informations. Pour l'instant, je trouve que c'est un peu trop. Les autres, et puis oui, parce qu'il y a eu quand même 2-3 autres trucs. Arda Güler au Real Madrid, je connais vraiment mal, à part que c'est un gros talent. Bien sûr, j'ai vu les mêmes images que tout le monde, mais c'est dur pour moi de vraiment évaluer. Ce que je peux dire, c'est que le Real a cette capacité d'attraction phénoménale. Quand tous les clubs du monde s'alignent sur un gars, parce que sa clause libératoire était si faible, quoi, 17,5, 20 millions d'euros, un truc comme ça. Quand tous les clubs du monde s'alignent, bah souvent le Real Madrid remporte la mise. Et même avec Bellingham, ça leur a permis de faire baisser le prix. Avec Kylian Mbappé, ils sont en concurrence avec personne d'autre. Encore un symbole de ça, et d'un club qui, avec plus de moyens en ce moment que le Barça, hein, je pense qu'ils ont des coffres plus profonds, moins de difficultés financières, mais ils sont en train de très bien se positionner pour l'avenir. Kim Min-jae au Bayern, ça va être officiel. Fabrizio Romano l'a dit, ça traîne depuis quelques jours. Il y avait le service militaire. Voilà, je pense conclusion du dossier dans les prochains jours. Encore plus avec le transfert, le départ de Lucas Hernandez, un défenseur central qui en remplace un autre. Il y a aussi une nouvelle offre du Bayern pour Harry Kane, 10 millions de plus que celle qui était proposée avant de la première. Mais Postecoglou, conférence de presse il y a quelques minutes, a dit qu'il voulait qu'il reste. Et si Kane restait, on verra la suite du feuilleton bientôt. Manor Solomon à Tottenham, on en parlait beaucoup il y a quelques années, sans indemnité de transfert, donc il arrive en tant qu'agent libre depuis le Shakhtar. J'aimerais bien voir Tottenham compétitif la saison prochaine pour avoir un top 8 fantastique en Première Ligue, pour avoir une vidéo prono classement de Première Ligue très très difficile à faire. Je pense que le secteur défensif c'est là où est la priorité, mais sans doute un bon talent qui rejoint Tottenham, alors que Chelsea continue de dégraisser. Pulisic qui s'en va et qui va à l'AC Milan, 20-25 millions, un truc comme ça, un contrat jusqu'en 2027. Alors l'AC Milan avait vraiment besoin d'un ailier droit.
dans le 4-2-3 de Pioli. Mais je sais pas si c'est Pulisic qu'il leur faut. J'ai jamais été pleinement convaincu par le joueur. Donc vraie décote en tout cas pour un gars qui était acheté quoi, 70 millions à une époque. Là il part pour 20-25. Sinon on a quoi, l'Union Berlin qui se renforce avant la Ligue des Champions avec les arrivées de Brendan Aronson de Leeds relégué et peut-être David Datro Fofana en prêt. On en parle beaucoup aussi en provenance de Chelsea. Beaucoup de mouvements autour de Leipzig. Szoboszlai qui est parti à Liverpool et peut-être Gvardiol à City entre 80 et 100 millions d'euros. On verra si ça se fait. Szoboszlai c'est fait, Gvardiol pas encore. Mais du coup, derrière, Leipzig serait bien équipé pour mettre cette cinquantaine de millions d'euros sur Loïs Openda. Bon, perso, j'espère qu'Openda va rester, qu'on le verra en Ligue des Champions sous les couleurs de Lens, mais sinon 50, c'est une bonne somme, et un club qui recrute très très bien, qui saura sans doute réinvestir cette manne judicieusement. Strasbourg, sinon via Chelsea, parce que Chelsea a racheté Strasbourg, en gros, le fonds de Todd Boehly a racheté Strasbourg il y a quelques semaines, Strasbourg qui va peut-être tenter de signer Elie Ouahi, le talent de Montpellier, bon, on verra. Et enfin, Sergei Milinkovic-Savic, qui s'en va dans une forme d'anonymat, sans doute, à Al Hilal, à un an de la fin de son contrat, 40 millions d'euros pour le Serbe. À une époque, on l'annonçait souvent au PSG, il était un petit peu dans toutes les rubriques mercato des derniers intersaisons. Bon, a priori, lui aussi va prendre la direction du championnat saoudien. Bon, je dis enfin, mais il reste quand même un truc dont il faut qu'on parle, c'était le deuxième match de Summer League de Wemby avec les Spurs, 27 points, 12 rebonds, 3 blocs, après une première sortie qui était un petit peu difficile. Alors là, il a vraiment tout explosé. Il y avait déjà 5 blocs, je crois, sur le premier match. Et perso, c'est là-dessus qui m'impressionne le plus pour l'instant. On voit des choses, quand même, des images assez hallucinantes. Mais sinon, il a trouvé un petit peu plus d'adresse au tir. Et en général, plus de participation, de contribution. Voilà, c'est que la Summer League, c'est que la pré-saison. Mais kiffant de le voir sur un parquet NBA. On voit à quel point il est brut. Il y a tellement de choses, je crois, à affiner, à raffiner. Mais aussi, on voit le potentiel qui est assez impressionnant. Et on continuera sans doute d'en parler un petit peu cette saison. Les amis, j'espère que cette vidéo de retour vous a plu. On repart pour un tour, voilà, on est de retour. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine qui démarre. Et à bientôt, vous m'avez manqué. À bientôt. Bisous.